Allez, on passe à Philippe Etchebest qui publie Cuisiner bien accompagné avec la méthode Menteur. Alors, on a choisi de vous inviter évidemment ce soir, Philippe Etchebest, parce qu'on est à 2 semaines du réveillon de Noël. Et donc, vous allez pouvoir, entre autres, nous donner quelques conseils, peut-être pour ces tables qu'on aime préparer à l'avance pour les différents réveillons, Noël et la Saint-Sylvestre. Mais aussi parce qu'il faut bien le dire, les Français qui nous regardent, la plupart ont un vrai problème et un réel problème de pouvoir d'achat en ce moment. Certes, on nous dit que là, au mois de novembre, l'inflation aurait plutôt baissé. Les prix baissent un peu. Voilà, mais pour ce qui est du pouvoir d'achat, c'est pas gagné encore. Et j'ai bien remarqué que dans votre livre, les recettes que vous proposiez là étaient très simples, avec des produits plutôt faciles à acheter. C'est un vrai problème quand on cuisine en ce moment, le pouvoir d'achat. Tout à fait, absolument, oui, c'est au détriment justement de bien manger. Et il faudrait pas que justement ça ait des conséquences aussi, de détériorer le côté de savoir bien manger avec les bons produits au détriment de la santé, parce que forcément ça a des conséquences aussi. Et ça a un coût tout ça. Donc l'idée de ce livre, en tout cas, il a été généré par des demandes, des gens qui avaient envie d'avoir des recettes faciles du quotidien et pas chères. Et moi, c'est ce que je me suis attelé à faire à travers ce livre, avec une vraie méthode, en expliquant bien comment acheter, la saisonnalité. Il y a tout des chapitres en fait. Comment bien ranger son réfrigérateur? Mais c'est très important parce que ça conditionne. Je rentre chez moi, je vide tout le frigo et je recommence. Hein. Ouais, mais à partir du moment où c'est bien fait, une cuisine bien rangée, bien organisée, avec le bon économat, ça facilite beaucoup le travail et ça vous permet de ne pas passer trop de temps, parce que c'est le problème du temps souvent. Justement, à partir du moment où c'est bien organisé, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis quand vous avez cette méthode, en achetant correctement et en faisant les bonnes recettes. Moi, je vais garder votre livre parce que je vous le dis clairement, hein, Philippe Etchebest, je préfère vous avoir en livre que dans ma cuisine. Parce que je vais moi me faire engueuler. Vous savez, alors c'est une image que j'aime, et j'aime beaucoup accompagner les gens et j'ai beaucoup d'empathie aussi, quoi que vous en pensiez. Et quand bien même que je puisse gueuler parfois, c'est toujours pour le bien des gens et c'est surtout pour les aider. Voilà. Et dans surtout, c'est la vérité des cuisines. Et c'est la vérité. On sait très bien que les cuisines des restaurants, enfin, c'est l'armée. Hein. C'est l'armée, pas forcément l'armée. Bon, c'est une image qu'on a, ou peut-être qu'il y a eu, effectivement. Aujourd'hui, ça a quand même il faut quand même un ordre, une discipline, sinon ça marche pas. Il y a des règles, il y a une hiérarchie aussi. À partir du moment où cette hiérarchie est respectée, c'est tout à fait normal. Je veux dire, ce sont des codes qui sont donnés. Il y a rien de choquant, je veux dire. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a des services à assurer, il y a des clients à servir. Il faut que ça roule, quoi. Mais on voit que c'est un gentil au fond. Mais bien sûr. Je suis pas méchant. J'ai vu une autre émission. J'ai vu une autre émission qui a réhabilité votre image. Là, il y a eu un documentaire il n'y a pas longtemps où vous étiez très différent. On vous a fait voyager ailleurs que dans les cuisines des restaurants cauchemardesques. Mais après, les méthodes que vous donnez, il y a des recettes quand même dans ce livre, il faut le dire. Il y en a 100 recettes. Et voilà. Et moi, j'aime ça parce que je vais vous dire, j'adore les livres quand il y a la photo. Un livre de recettes sans la photo, pour moi, c'est pas un bon livre de recettes, parce qu'au moins, on voit ce qu'on peut faire et on peut comparer après entre le résultat que nous, on a obtenu et ce que le chef nous suggère. Alors, je vais aller plus loin parce qu'en fait, toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de la recette du livre qu'on peut voir en fait. Donc on peut s'appuyer en plus sur cette vidéo si on a un petit problème technique. Voilà. Donc c'est quand même très ludique, très facile, et ça marche plutôt bien. Pour Noël, justement, parce que alors on sait que l'inflation là, elle est un petit peu moins forte, mais les prix restent très élevés. Est-ce que vous avez une recette que vous conseillez pour le réveillon qui soit pas trop chère et qui soit bonne? Justement, j'en ai fait 3 recettes justement pour amener quelque chose d'un peu festif aux gens. J'ai fait une blanquette de dinde. Dans l'esprit de la blanquette de veau. Alors la blanquette de veau, c'est un plat que les gens aiment. Je l'ai fait d'ailleurs sur le livre. Je sais pas, il y a eu 3 600 000 vues. Faut croire que la blanquette marche bien. Et donc je l'ai interprété en mettant de la dinde pour avoir ce côté festif. Mais pour ceux qui ont un peu plus les moyens, ils peuvent mettre du chapon. C'est un petit peu plus cher. Et ceux qui ont encore plus les moyens, ils peuvent aussi mettre de la truffe. Donc en fait, il y en a pour toutes les bourses. L'intérêt, c'est justement d'avoir cette facilité d'accès sur des produits et aux bourses de chacun. Quoi. On trouve des bons produits dans les supermarchés. On peut en trouver parfois. Je crois qu'aujourd'hui, la grande distribution s'attelle à travailler avec des petits producteurs. Elle ne fait peut-être pas suffisamment assez, mais en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est justement, parce qu'il y en a suffisamment, d'aller chercher chez les petits producteurs locaux. Il y en a énormément, et ça évite aussi les intermédiaires et beaucoup de choses. Je voudrais vous interroger, parce que j'ai été surpris, c'est sorti là il y a quelques jours, cette histoire d'assurance que propose, on peut les citer, c'est Carrefour d'ailleurs, qui propose une assurance garantie
pouvoir d'achat à ses clients. C'est-à-dire que pour une sorte comme n'importe quelle assurance, hein, pour un abonnement, en gros, de 5 €. C'est entre 2,90 € et 3,90 €. Voilà. Vous avez un bon d'achat de 75 à 150 €. En cas de problème, si vous ne pouvez plus acheter à manger. Oui, si en cas d'accident de la vie, en cas de chômage, par exemple. Enfin, on en est là, quoi, quand même. On en est là. Moi, ça me paraît quand même inquiétant qu'on en soit Moi, là. je trouve ça immonde. Ah. Je trouve que cette décision est immonde. C'est un coup de com' qu'a voulu faire le groupe Carrefour. Payez vos courses en cas de coup dur. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Mais il y a quelque chose de faire de la communication et faire du business sur la peur des gens de ne plus avoir à manger. Je trouve ça absolument dégoûtant. Et je ne suis pas sûr que les conseillers en communication du groupe Carrefour aient été très intelligents, parce que je pense que c'est mauvais pour leur image de marque. Il y a deux formules. Hein. Il y en a une entre 2,90 3,90 € mensuels et une entre 5,90 et 8,90. Et évidemment, en fonction de l'assurance qu'on prend, on sera, on va dire, un peu mieux nourri en cas de problème. Et c'est pas Carrefour, en plus. Il y a une association avec un assureur. Hein. Vous savez, c'est John Venture. Qu'est-ce que vous en pensez, Chebest, de ce genre de mesures? Est-ce que c'est utile? Je sais pas. Ah bah, je sais pas. C'est vrai que si on en arrive là, on arrive à des extrêmes, ça peut être presque dangereux. Enfin, je sais pas. Mais... Et en même temps, pardon. Gérard Miller. Non, mais ce qui est très singulier, c'est que souvent, vous le savez bien, on prend des assurances et en général, elles ne servent à rien. Dieu merci peut-être. Là, c'est une assurance dont on se dit, mais forcément, elle va servir. Forcément, les gens vont avoir besoin à un moment donné de faire appel à ce type de précaution. Donc c'est ça qui me frappe, c'est qu'à quel point finalement on est dans une situation insensée en France, pour qu'on ait imaginé ça, mais aussi pour que les gens en aient réellement besoin. Oui, mais on joue sur la peur des gens, là, en fait. La peur de l'accident de la vie. Mais on n'a pas besoin de jouer sur cette peur. Je suis pas certaine qu'on joue, qu'on fasse ça uniquement à des fins de communication. Enfin, ça fait quand même des... C'est pas une ONG, le groupe Carrefour, hein, désolé. Bien sûr, mais ça fait quand même des mois et des mois qu'on tourne autour de ce sujet de l'inflation alimentaire. Je crois qu'on est là encore autour de 8% au mois de novembre. Il y a un moment où Bercy a essayé de faire avancer les négociations entre les distributeurs, l'agroalimentaire, et on voit que pour autant l'inflation ne baisse pas. Donc il y a un moment aussi où je comprends qu'il y a une volonté de tous les acteurs de trouver d'autres moyens, d'autres mécanismes, quand vous savez quand même qu'il y a un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim et un Français sur 3, je crois que c'était ça. Oui, mais c'est pas pour c'est une assurance sur les accidents de la vie. Et 80% de Français qui ne partiront pas en congé pour Noël. Quand on voit la situation des Restos du Cœur aujourd'hui, qu'il y ait plein d'initiatives. Alors vraiment, je ne suis pas rentrée dans le détail de cette histoire d'assurance, donc je suis Non, mais c'est une assurance, en fait, si, par exemple, tu perds ton emploi ou si tu deviens handicapé. En gros, c'est ça. De travail, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, et je trouve c'est terrible. Est-ce que ce problème du pouvoir d'achat des Français, vous le ressentez dans les restaurants, par exemple, Philippe Etchebest? Comment dire, forcément un petit peu. Je pense que les gens consomment un petit peu moins. Ils sont plus regardants aussi à leurs dépenses. Et puis je crois que. En fait, vous aidez pas non plus, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de... Nous, vous dire, oui, ça va être encore de notre faute. Les messages qui sont passés, quand même... Je savais que j'allais me faire engueuler, vous voyez. Ça fait peur. On entend ça à longueur de journée. Tout le temps. Alors, à force de rabâcher, je dis pas que ça n'existe pas. Mais de rabâcher quoi, pardon? Mais que ça va mal, que tout va mal, en fait. Ouais. Tout le temps, tout va mal. C'est dur. Et je pense qu'à force, on y croit aussi, ou en tout cas, je sais pas. Il n'y a pas besoin qu'on leur dise quand même à ceux qui nous regardent. S'ils n'ont plus rien dans leur porte-monnaie, croyez-moi, ils n'ont pas besoin de nous pour s'en rendre compte. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais quand même, on n'entend que ça tout le temps. Tout le temps. Donc vous ne ressentez pas tant que ça dans vos restaurants, on va dire, une baisse du pouvoir d'achat, un problème chez les Français? Après, un restaurant étoilé, j'imagine que c'est une autre clientèle aussi. J'ai pas que de restaurants étoilés, ouais. J'ai une brasserie aussi. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai une brasserie, donc j'essaie de donner accès au plus grand nombre à mes restaurants. Effectivement, j'ai un restaurant étoilé. Est-ce que les gens prennent moins de vin qu'avant? Est-ce qu'ils prennent la carafe d'eau plutôt que de l'eau minérale? Est-ce que c'est à ce genre de détails qu'on voit, qu'on sent les choses? Pardon de vous poser la question. C'est le ticket moyen. Le ticket moyen, il baisse sensiblement. Mais c'est pas flagrant non plus. Voilà, c'est ça que je vous ai envie de vous dire. Sensible au fait, et on ne peut pas vous en faire le reproche, qu'il y a des gens qui ne vont jamais au restaurant. Absolument, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au restaurant. C'est bien ce que je dis. D'où l'utilité de ce genre de livre. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens d'aller ni en vacances et d'aller au restaurant. Et c'est dramatique. C'est vrai. C'est bien triste tout ça. Et il y a des restaurants qui font faillite aussi de plus en plus. Je crois que je regardais les chiffres de l'Union européenne, le nombre de faillites dans l'Union européenne de l'hôtellerie-restauration. Je crois que c'est... Vous n'imaginez même pas. On a augmenté de 25%. C'est terrible.
terrible, effectivement. dernier trimestre. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai La sujet. précarité des restaurateurs. On sait qu'ils ont été un petit peu maintenus pendant le Covid grâce aux prêts garantis par l'État notamment. Mais maintenant qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte, vous avez énormément de toutes petites structures qui périclitent. C'est un cadeau empoisonné. Expliquez-nous pourquoi alors. Le PGE, le prêt garanti par l'État, effectivement, c'était une bonne chose. Il faut le rembourser, à un moment donné, mais à un moment donné, il faut le rembourser. Alors, quand vous avez des petites entreprises qui étaient déjà à la limite du naufrage, qu'on vient aider par ce PGE, mais qui finalement, à un moment donné, sont rattrapés par les charges, par le coût de la ville, énergétique, des matières premières aussi, et que derrière, en plus, il faut rembourser ce PGE. Il y en a plein qui vont se casser la gueule. Mais ça, on le sait, ça arrive là, ça arrive. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne le pense. Ça, c'est très compliqué. Une question sur l'actualité. Il y a ce projet de loi immigration qui est en train d'être examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Il y a un article qui bloque à droite notamment, c'est la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. La restauration en fait partie. Est-ce que vous êtes confronté à un manque de main-d'œuvre dans les restaurants? Alors, le manque de main-d'œuvre, il est global. Dans la restauration, bien évidemment, chez tous les artisans, d'accord, que ce soit des menuisiers, les boulangers, les maçons, tout l'artisanat est impacté par ce manque de personnel. Mais il n'y a pas que l'artisanat. Hein. Partout, il y a un manque de main-d'œuvre. Et vous l'expliquez comment ? Évident. Alors ça, pour l'expliquer, je n'en sais absolument rien. Moi, je ne sais pas. Ce que je vois aujourd'hui, et ce que je pense en tout cas, c'est que peut-être à un moment donné, il faudrait valoriser le travail. Je prêche toujours pour le travail, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai réussi aussi par le travail, je le revendique et j'en suis très fier, et que aujourd'hui je pense que les gens qui travaillent ne sont pas assez récompensés. Voilà, et faire une vraie différence. Est-ce que vous pouvez, dans les restaurants, est-ce que vous pouvez augmenter les salaires? Alors, parce que aujourd'hui, plein de petits patrons, parce que les restaurants, c'est des petites entreprises, toutes petites. C'est vraiment les TPME. Là, voilà. Et beaucoup disent, oui, moi j'aimerais pouvoir augmenter, mais je ne peux pas parce que j'ai trop de charges, j'ai trop de coûts, l'électricité, le gaz. Aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué. Et donc, il faut absolument en faire quelque chose. Il faut qu'on puisse mieux rémunérer nos collaborateurs. Mais ça va passer par des baisses de charges. Je crois que d'ailleurs Bruno Le Maire est en train de faire quelque chose avec un pacte 2 pour réduire l'écart entre les salaires bruts et le salaire net. Ce qui est une très bonne chose, en baissant les cotisations. Mais ça, il faut le faire. Il faut justement valoriser les gens qui bossent et leur donner ne les vous moyens engagez de pouvoir... pas sur cette voie-là. Ne vous engagez pas sur cette voie-là. Je veux pas faire de politique. Je fais pas de politique du tout. Vous en faites lorsque vous dites ça, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où, Dieu merci, il y a non pas des charges sociales, mais des cotisations sociales. Oui. Ce n'est pas des charges. Pèsent. Non, ce ne sont pas des charges. Ce sont des cotisations. Et vous l'avez bien dit, il ne faut pas utiliser le terme de récompense. C'est pas une récompense qu'il faut pour le travail, c'est des salaires justes. Je vous dis pas que vous en avez forcément les moyens, mais cessons, puisque vous vous plaignez de ce qu'on répète parfois à tort, cessons de dire charge, cessons de dire récompense, parlons des salaires et réfléchissons comment on peut augmenter les salaires. Oui, et on peut les augmenter sans réduire les cotisations. Je peux vous en parler des charges. Hein. Il y en a vachement, hein. Il y en a beaucoup. Et il en faut, parce que le social est extrêmement important. Et heureusement, on est dans un pays qui permet de faire ça. Après, il faut que ce soit bien utilisé aussi. Hein, je pense que c'est important. Mais je peux vous assurer qu'il y a... Moi, je pense, à mon humble niveau, qu'il y a moyen justement de faire quelque chose pour encore mieux récompenser. Et puisque vous parliez de récompense, alors justement, les sans-papiers qui travaillent depuis, on va dire, 8 ou 10 mois, hein, c'est à peu près ce qui se passe là, dans le projet de loi discuté à l'Assemblée après avoir été discuté au Sénat, quand ils travaillent depuis 8 ou 10 mois dans un restaurant, qu'a priori, ils ne posent pas de problème, est-ce que leur récompense, c'est d'avoir la nationalité française? Alors, je sais pas, mais peut-être, c'est un terrain un petit peu glissant, ça, quand même, mais... Non, mais je pense que peut-être qu'effectivement, pour ceux en tout cas qui sont bien implantés, qui sont intégrés et qui payent des impôts, absolument, et qui payent des impôts, oui, difficile de leur refuser. Je pense. Mais est-ce qu'on peut dire quand même, puisqu'on évoque ces sujets-là, que c'est quand même la quasi-totalité de ceux qu'on appelle les sans-papiers et qui travaillent sont des gens que vous connaissez, que je connais, et qui sont des gens bien. Il y a un moment aussi où dans le débat, il faudrait arrêter de considérer que le mot étranger, c'est un gros mot, et que le mot même immigré, c'est un gros mot. Donc évidemment, pour tous les gens qui travaillent dans des conditions comme tous les autres Français, c'est normal au moins qu'ils aient une carte de séjour, qu'ils aient la possibilité de ne pas trembler chaque fois qu'ils prennent le métro. 22% des cuisiniers. Sachant que cet article 3, il a été complètement supprimé par le Sénat, et que là, il y a un gros risque, je disais ça tout à l'heure, qu'il y ait une motion de rejet préalable qui soit déposée lorsque le texte va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lundi, et qu'en réalité, le texte pourrait ne même pas être examiné en première lecture à l'Assemblée et revenir directement au Sénat
dans sa version adoptée par les sénateurs, donc beaucoup plus drastique à l'égard Plus à droite, des puisque le Sénat est à droite. Voilà, et que le Sénat retravaille sa copie et peut-être le durcisse encore. Donc effectivement, on n'est pas du tout engagé de façon positive sur ce sujet-là. On va remercier Philippe Etchebest d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Cuisiner bien accompagné, c'est chez Albin Michel. C'est, paraît-il, déjà dans 100 000 cuisines, 100 001 avec la mienne à partir de ce soir. Bien. On vous remercie, Philippe. 100 002. Ah bah non, je le garde pour moi, attention. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, Philippe Etchebest.